Eh coucou! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème du tarot. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram, sur les tirages, des blocages que vous avez, des cartes que vous comprenez pas, des choses avec lesquelles vous avez du mal, etc. Et du coup cette vidéo a pour but de vous aider, peut-être éclaircir certains points, etc. Donc j'espère que ce sera le cas. C'est parti. J'ai divisé vos questions un petit peu en 3 catégories. La première ça va être vraiment sur les tirages, interpréter un tirage, etc. La deuxième ça va être plutôt sur les cartes avec lesquelles vous avez du mal, avec lesquelles vous bloquez, et la dernière sur les cartes à proprement parler, le jeu, le tarot, etc. Donc voilà. La première question c'est: parfois je n'arrive pas à faire de lien entre les cartes, c'est possible qu'un tirage ne veuille rien dire? Alors c'est une bonne question. Est-ce que c'est possible qu'un tirage ne veuille rien dire? Je dirais oui et non. Oui, c'est possible dans certains cas, si quand on a tiré les cartes, on n'était pas concentré, on a pensé à autre chose, on a été vraiment interrompu, ou alors si on est très fatigué, si on a l'esprit ailleurs, si on est tourmenté, si on est malade par exemple, etc. C'est possible que ça ait fait un peu dérailler le tirage et que le tirage ne veuille rien dire. Vraiment, d'expérience, c'est super rare. Des fois, moi aussi, ça m'arrive de me dire, ouais, en fait, à un moment, j'ai été perturbée par un truc, ça a un petit peu lâché, et je les vois, les cartes, qui auraient pas dû tomber, par exemple. Pour réussir à détecter ça, j'imagine qu'il faut quand même avoir déjà développé un petit peu une confiance en soi, une confiance dans les tirages, etc. Donc c'est pas forcément super facile. Mais voilà, pour résumer, on va dire, c'est super rare, mais c'est possible si vous vous sentiez pas bien, super fatigué, déconcentré, etc., qu'un tirage ne veuille rien dire, pourquoi pas. Petit rappel, pour tirer les cartes, il faut toujours être en forme. Si c'était un truc d'inattention, on va dire, si on trouve que vraiment il n'y a aucune carte qui va avec le sujet, etc., on peut les reprendre et les rebattre pour recommencer à les tirer. Mais bon, voilà, encore une fois, ça doit être quand même un truc assez exceptionnel. Et je dirais aussi, si on a déjà passé, je sais pas, au moins 10 minutes attentivement à regarder les cartes et en se disant, voilà, au bout de 10 minutes, j'ai essayé de noter des trucs et ça n'a aucun sens, je comprends pas. Bon, voilà, faut pas forcément s'acharner sur le truc. Mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos du piège que ça peut être de juste survoler des tirages et de pas se concentrer dessus pendant un certain laps de temps quoi. Parce que je sais d'expérience qu'il y a pas mal de personnes quand même qui regardent un tirage 30-40 secondes et qui se disent ouais je comprends pas. Voilà, si vous avez pris un carnet, un stylo, que vous avez mis votre timer pendant 10 minutes etc. et qu'il n'y a rien qui vient, bon, effectivement, il doit y avoir quelque chose peut-être un petit peu qui cloche. En tout cas, je trouve que dans l'analyse et le fait de réussir à sortir des choses, écrire ça peut aider. Enfin, ça marche pour moi, donc je sais pas si c'est vraiment pour tout le monde, mais ça vaut le coup d'essayer. On peut être surprise des fois, donc tester, même si c'est au début que des mots-clés, etc. Et si vraiment il y a rien qui vient, oui, on peut rebattre les cartes, on peut carrément remettre le tirage à plus tard aussi, et sinon on peut changer de jeu, éventuellement. Peut-être que c'est ce jeu-là qui aujourd'hui nous inspire pas, qui nous répond pas, qui est un peu fatigué. Pourquoi pas. J'espère que c'était assez clair. La deuxième question c'est: ce que j'ai du mal, c'est adapter la réponse de là ou les cartes par rapport à la question. Donc faire le lien entre la question qu'on a posée et les cartes qui sont sorties. C'est effectivement vraiment la grosse base de faire le lien entre les cartes et la question. De pas se mettre à parler d'autre chose que la question qu'on avait posée. C'est vrai que ça peut être un piège et que c'est pas mal de se concentrer là-dessus et d'être assez vigilant au départ parce que c'est effectivement un truc super important. Donc si on a du mal à adapter la réponse par rapport à la question, c'est vraiment un exercice à faire. Un bon entraînement pour ça justement, je trouve que c'est les templates de tirage. Donc un tirage avec des emplacements dédiés pour chaque carte. J'en poste tous les mois sur mon Instagram et je vous ai déjà sorti une vidéo, je la remettrai en barre d'infos si vous voulez, pour vous apprendre à faire vos propres templates de tirage. Mais voilà, je trouve que les templates c'est un bon moyen d'exercer son cerveau, entre guillemets, à faire le lien entre un titre d'emplacement et une carte, une question et une carte, etc. En fait c'est une gymnastique de l'esprit qui prend toujours beaucoup de temps au début et qui devient un réflexe plus tard. Pour le coup ça, je dirais pas de panique entre guillemets si vous vous dites j'arrive pas, etc. C'est vraiment pour le coup une question d'entraînement et de gymnastique mentale. Donc voilà, avec de l'entraînement franchement on y arrive et les templates de tirage c'est vraiment un truc qui peut aider. Et il faut vraiment le voir pas comme un truc un peu mystique mais comme des exercices pour le cerveau un petit peu et se dire bon voilà, ma question c'est ça, ma réponse c'est ça, comment faire le lien, même si ça prend un peu de temps, même si ça fait pas grande sorcière machin et tout. Et vraiment là pour le coup tout le monde peut y arriver, c'est sûr.
Alors, troisième question, je me demande souvent comment faire un tirage qui répond simplement oui ou non. Pour moi, c'est une question qui est très simple et la réponse la plus simple que je peux y apporter, c'est de ne tirer qu'une seule carte. On dirait toujours qu'un tirage à une carte, ça a peu de valeur, que ça a moins de valeur qu'un tirage avec plusieurs cartes, plus complet, etc. On a forcément envie en général de mettre plein de cartes, mais des fois ça embrouille en fait, plus qu'autre chose. La réponse, ça vient la noyer avec plus d'informations, etc. Donc pour obtenir un oui ou un non très franc et tranché, tirer une seule carte et voir si elle est positive ou négative par rapport au sujet, quoi, ce qu'elle vient dire sur le sujet, pour moi c'est vraiment la meilleure technique et largement suffisant. Par exemple, je sais pas, la question c'est est-ce que je dois déménager? Tu tires juste, je sais pas, la tour ou le chariot ou n'importe quel cavalier qui sont des cartes de mouvement, des personnages qui marchent, qui se déplacent, etc. Pourquoi pas? Là on peut se dire bon bah ça oui. Si on tire, je sais pas, le 4 de denier, la papesse, des personnages qui sont assis, des trucs un peu statiques, etc. on peut se dire que c'est un non. Voilà. Après cette carte, pas besoin d'aller chercher plus loin. Pour moi, l'essentiel c'est que la réponse soit claire en fait, parce que c'est ça qu'on vient chercher. Donc des fois une carte peut très bien répondre, ça n'en est pas moins un tirage et c'est pas pour ça que ça a moins de valeur. Enfin en tout cas personnellement moi c'est vraiment ce que je fais, je fonctionne beaucoup comme ça pour moi-même quand j'ai des doutes sur des décisions que je dois prendre, etc. je me tire une seule carte. C'est toujours ce que je fais. Franchement quand on se prend la tête sur une question, autant que ce soit le plus simple possible quoi, parce que sinon ça va nous donner matière à nous reprendre la tête encore plus, donc voilà. Faciliter le plus rapide, et ça va nous faire le lien avec la question suivante qui était je ne fais que des tirages à une carte. Pour le coup, j'ai peur de faire des tirages à plusieurs cartes, de mal les interpréter. Donc ça, c'est le grand truc, le grand problème quand on tire les cartes, c'est la question de la légitimité, etc. Et le manque de confiance en soi, en ce qu'on interprète, en ce qu'on va dire, etc. Et voilà, ça se comprend bien et absolument tout le monde le ressent au début, donc voilà, normal. Pour moi, il y a une solution majeure qui est de s'entraîner à faire des tirages en rajoutant petit à petit des cartes. Donc au lieu d'en faire une, tu fais 3. Essayez quand même de prendre un nombre impair malgré tout. Voilà, pendant plusieurs mois on fait des tirages à 3 cartes et puis après on en rajoute et on en met 5, etc. en allant vraiment crescendo. Ça c'est la première étape, mais surtout la deuxième, et le conseil principal là-dedans, c'est poser des questions sans enjeu. Je sais très bien que quand on veut faire des tirages, on veut vraiment que ce soit des tirages qui nous aident. L'image d'Épinal du tirage, c'est est-ce que j'ai rencontré l'amour, est-ce que des machins, enfin voilà, on veut des questions et des réponses sur nous, sur notre vie, sur des trucs qui nous tiennent à cœur, etc. Mais en fait, la peur, elle vient de là, elle vient de l'enjeu qu'on met derrière la question. Donc, c'est sûr que si tu poses aux cartes la question « Est-ce que je dois quitter mon travail, quitter mon mari et aller vivre à Nouméa, par exemple ?» oui, tu m'étonnes qu'il y ait du stress et de la peur là-dedans et que du coup ça bloque complètement pour la lecture. C'est complètement normal. Surtout si tu débutes et que c'est pour toi-même, paye ta pression. Il y a même des personnes qui tirent les cartes depuis des années, dont c'est le métier, etc., qui se font même pas des tirages à eux-mêmes. Donc, mais c'est sûr que pour s'entraîner, généralement, on doit se faire des tirages à nous-mêmes. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais le maxi conseil pour moi par rapport à ça, c'est d'inventer des questions en fait pour s'entraîner et, comme on l'a dit avant, de faire des tirages comme si c'était des exercices, des exercices de maths, des exercices de français, etc., comme on faisait à l'école. Vraiment prendre des sujets qui soient fictifs, peut-être même drôles ou absurdes, etc., mais néanmoins le faire sérieusement, bien sûr. Question factice qu'on peut prendre au sérieux. Voilà, est-ce que je dois racheter tous les Jardiland de France? Ça, c'était une élève pendant une formation qui avait posé cette question et j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Est-ce que je dois racheter tous les Jardiland de France? Un truc absurde, mais franchement, pour s'entraîner, voilà, t'as pas peur derrière, parce que tu t'en fous, tu sais très bien que tu vas jamais acheter tous les Jardiland de France, donc y a pas d'enjeu, donc y a pas de peur, donc en fait là tu peux vraiment t'exercer quoi. Est-ce que c'est une bonne idée d'inviter Patrick Sébastien à mon anniversaire? Voilà. Pas d'enjeu, pas de peur, pas de crainte, et on laisse aller le flow de l'interprétation, et c'est vraiment comme ça que ça vient. Après, ça peut aussi être des vraies questions pour toi, sérieuses entre guillemets, mais sans enjeu derrière quoi. Est-ce que j'achète cette robe que j'ai vue sur Vinted? Est-ce que je fais mes courses là tout de suite ou j'attends la fin de la semaine? Est-ce que je programme une soirée entre copines bientôt? Voilà, l'enjeu derrière il est pas incroyable quoi. Donc pas de stress, pas de peur. Et là on peut rajouter des cartes dans son tirage, etc. Et voilà. Et encore une fois, un tirage à une carte, c'est pas de la merde. Un tirage à une carte, c'est un tirage, c'est bien, c'est précis. Y a rien de mal à faire que des tirages à une carte. Mais je comprends qu'on veuille voilà, progresser, faire plus. J'espère que cette astuce pourra t'aider. Prochaine question, et dernière question sur tout ce qui va être un peu de tirage. Comment savoir quand on tire une carte s'il faut prendre en compte son côté positif ou négatif? Ça, c'est la grande question. Et ça rejoint un peu la question précédente, c'est une question de confiance en soi qui s'acquiert par l'entraînement. Mais je vais peut-être pas me faire des potes avec cette réponse, mais je suis toujours un peu gênée par ce
côté positif et négatif des cartes. Et je crois que c'est justement pour cette raison que j'aime pas ça. Pour moi, une carte, c'est vraiment à voir comme un ensemble, sans faire deux colonnes, une colonne négative, une colonne positive. C'est comme un signe astro par exemple. Tu sais que le lion, il est généreux, il a du cœur, il a confiance en lui, il sait se mettre en avant, parfois un peu trop, il se la pète facilement, il aime ce qui brille, etc. Bref, tout ça, c'est tout ce qu'il va y avoir dans l'entité un petit peu du lion par exemple. En fait, il y a des défauts qui dérivent un peu des qualités, des côtés qui peuvent paraître négatifs dans certaines situations mais qui seront positifs dans d'autres. Se la péter et avoir confiance en soi, la frontière elle peut être un petit peu fine et selon des situations, des fois c'est bien et des fois c'est mal vu. Enfin, en fait ça va vraiment dépendre quoi. Mais tout ça, ça fait partie, sans les diviser en positif et négatif, ça fait partie de l'entité du lion et on peut faire ça dans les cartes de tarot. Bref, les listes un peu tranchées comme ça, je vois pourquoi on les donne, je vois pourquoi ça rassure certaines personnes, notamment des personnes un peu scolaires, etc. Mais selon mon ressenti à moi, en tout cas c'est contre-productif, c'est pas rassurant, c'est justement un truc qui nous enferme un peu dans comment savoir si je dois prendre la liste positive ou la liste négative. Donc pour moi, il faut vraiment envisager la carte et tous les mots-clés qui en découlent comme un tout. Et déjà, à partir de là, on se bloque beaucoup moins. Et ça permet un meilleur flow en fait dans le tirage. Et ensuite le reste, bah ça dépendra de la question posée. Donc en faisant bien le lien, comme on l'a vu avant, entre la question et les cartes. Finalement, c'est vraiment ça qui va déterminer. Une carte, elle dit pas du tout la même chose en fonction de la question qui a été posée, évidemment. La question va nous donner des indices sur un petit peu quoi répondre. Il y a également votre ressenti face aux cartes, qui est quelque chose qui compte beaucoup, parce qu'au final, les tirages, c'est aussi un petit peu ça. Le ressenti, je sais que c'est pas facile, et c'est le truc vraiment qui s'acquiert avec la pratique, l'expérience, etc. C'est le truc qui met le plus de temps à venir. Normalement, tout devrait bien s'enchaîner si vous vous exercez et que vous faites les choses, voilà, un petit peu comme avec les conseils qu'on a donnés avant, par exemple. Donc, le rapport avec la question, notre ressenti à nous, et puis la troisième chose à prendre en compte, c'est bien sûr les cartes qu'il y a autour. Si vous faites un tirage à plusieurs cartes, s'il y a une carte, vous savez pas trop si c'est positif ou négatif, mais qu'à côté il y a une très belle carte, comme je sais pas, le soleil, le 10 de coupe, ou si à côté vous avez la mort, le 3 d'épée, le 5 de coupe, un truc un peu, voilà, bah ça aussi ça peut orienter un petit peu votre réponse. Donc c'est un mélange de tout ça. J'espère que c'était assez clair. Alors on va passer à la deuxième partie où j'ai reçu pas mal, je les ai pas toutes prises, hein, de questions sur telle carte qu'on comprend pas. On m'a dit, j'ai du mal avec les cartes retournées et avec le jugement. Bilan et délivrance, ok, mais c'est vague. Alors, dans toutes les... Je comprends pas cette carte qu'on m'a envoyée, celle qui est revenue le plus, c'est le jugement. Et c'est vrai que quand je donnais des cours de tarot, c'était toujours ce que je disais. Alors accrochez-vous bien pour celle-là, c'est généralement celle que personne ne comprend et qui est un peu la plus touchy. Alors premier point, j'ai du mal avec les cartes retournées, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos avant et ça rejoint un petit peu le truc positif négatif dont je parlais juste avant. Pour moi, l'important c'est la confiance en soi, le ressenti, le flow quand on lit les cartes. Et pour moi, avoir une carte retournée, ça vient complètement couper le flow. Et moi, j'arrive pas du tout à lire les cartes de façon retournée, ça me perturbe. Mais je sais qu'il y a des gens qui tirent très bien les cartes, qui sont des professionnels et qui les lisent en retourné. C'est vraiment selon votre feeling, vous faites comme vous voulez, mais comme toi, tu dis j'ai du mal avec les cartes retournées, et ben mon conseil c'est ne les retourne pas et mets-les toutes à l'endroit, peut-être que ça t'aidera bien mieux, et ça veut pas dire que tes tirages sont mauvais. Ça c'était le premier point. Alors, le jugement, cette carte que personne ne comprend, qui est la carte 20. Dans les majeurs, généralement, les cartes qui sont un peu pas trop comprises et un peu plus difficiles à capter, je trouve, c'est les cartes 10 et 20 qui finissent un petit peu des boucles. Donc la 10 qui est la roue de fortune et le 20 qui est le jugement. Sans faire tout un cours, le jugement. Alors, toi, tu m'as mis bilan et délivrance. Franchement, moi, j'utilise jamais ni l'un ni l'autre de ces deux termes pour parler du jugement. Pour moi, le jugement, ça va plutôt être une carte de déclic, une carte d'évidence, de réponses qu'on peut obtenir, de choses qu'on comprend et de réalisation un petit peu. Alors oui, il peut y avoir un côté un petit peu bilan. Elle est un peu mystique cette carte. C'est comme un petit peu aussi un retour en arrière. C'est ce moment où tu te rends compte que tu as réussi quelque chose. Il y a un petit peu un côté fataliste entre guillemets aussi dans cette carte, notamment si vous faites un tirage oui-non et que vous la tirez. Celle-ci, c'est un peu la coquine qui va pas vous répondre et ça va être un peu arrivera ce qui doit arriver. Voilà, il y a un petit peu un truc comme ça. Donc si le truc c'est une évidence, tu le sauras. Moi je la considère vraiment comme quelque chose, voilà, de sonore, un truc qu'on peut entendre soit de l'extérieur complètement, soit à l'intérieur de soi, dans sa tête. Et pour la résumer, je dirais le déclic, la révélation, la compréhension profonde de quelque chose. En fait, elle est tellement neutre cette carte que c'est pour ça aussi que c'est pas si facile que ça à lire. Ensuite on a dit le jugement et la justice, je les comprends pas. Donc le jugement, voilà, on vient de le dire. La justice, sans faire un cours dessus, de façon super simple, tu peux te dire que c'est vraiment
dans 80% des cas une carte de signature, d'accord, d'équilibre trouvé. C'est un truc qui est acté, qui est mis sur papier, qui devient officiel, etc. Pour vraiment schématiser et résumer de façon la plus simple possible. La justice, c'est un petit peu ça. On est ici pour justement pas s'embrouiller l'esprit, donc... Alors, ensuite, on a fait comme question les personnages de cour, je ne sais jamais s'ils représentent quelqu'un, une attitude ou le consultant. Les personnages de cour, c'est les valets, cavaliers, rois, reines. Allez, premier qui vient. Le roi de denier. Je ne sais jamais s'il représente quelqu'un, une attitude ou un consultant. Bonne question. Là, on va revenir sur toute la thématique du flow dans la lecture, de la confiance en soi, etc. Parce que, effectivement, ça peut être tout ça. Les personnages de cour, normalement, représentent des personnes. Donc, ça peut être des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas encore, des gens qui vont intervenir dans la situation que tu interroges dans ton tirage. Ça peut être toi, également, et ça peut être effectivement aussi une attitude à adopter, ça peut être des fois un conseil par exemple. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir à signer ce contrat par exemple, et tu tires, bon, on va dire le roi de denier, tu pourrais l'interpréter comme ben c'est le patron ou le DRH que je vais rencontrer, qui va m'embaucher, etc. Mais en fait, selon la question que t'as posée, comment je dois faire pour nan, là du coup ce sera plutôt une attitude. Je dois me comporter, entre guillemets, un peu comme quelqu'un qui a tout compris, comme si j'étais un super boss, je dois vraiment réfléchir, business, etc. Je dois me comporter comme un chef d'entreprise. Ça va être vachement au ressenti, mais vraiment, c'est là aussi tout l'art de bien poser la question. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, comment bien poser une question aux cartes. Je sais pas trop si c'est très aidant, mais t'as vraiment raison, en fait, dans ta question, effectivement, ça peut être quelqu'un qui peut être un proche, un inconnu, toi, et éventuellement des fois un conseil ou une attitude à adopter. C'est en fonction vraiment du ressenti et en faisant bien le lien avec la question. Ça aide pas. Mais en fait, le grand truc pour les cartes et les tirages, ben on le répétera jamais assez, c'est la pratique et c'est un petit peu toujours la réponse à tout. Ensuite, il y avait les personnages de cour, surtout valets et cavaliers, ça reste flou, donc les personnages de cour, on vient d'en parler. Vraiment pour schématiser et simplifier au maximum le truc, les valets, c'est les débutants. C'est des personnes qui débutent quelque chose ou qui sont jeunes en termes de vraiment d'âge. Ça peut être des ados, des enfants, des apprentis, quelqu'un qui vient de débarquer dans ta vie amoureuse, dans un travail, etc. Avec le côté un petit peu naïf, un petit peu sans expérience, mais très motivé. Tout ça, c'est un peu l'énergie, on va dire, du valet. Et le cavalier, c'est celui qui a plus confiance en lui, entre guillemets, qui est vraiment plus entreprenant. Le cavalier, c'est des cartes généralement un petit peu de mouvement, d'avancée, d'entreprise un petit peu, genre vraiment, on prend les choses en main, on va de l'avant, on s'engage dans un sujet, etc. Voilà, donc les cavaliers, c'est un peu ça. Comme ça, dans l'absolu, ça peut effectivement paraître flou. Des fois, ça nous paraît moins flou quand on est dans le cœur d'un tirage. Mais finalement, tout ça, ça reste le fait de relier tous les trucs, de l'interprétation et de la logique. Voilà, si on sait que les deniers, c'est l'argent, le matériel, les possessions, etc. Et que le cavalier, c'est quelqu'un qui va avancer, être entreprenant. Tu dis, bon bah, quelqu'un qui avance et qui est entreprenant, dans le domaine de l'argent, des possessions, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça peut être quelqu'un qui va déposer un CV, quelqu'un qui va déposer un dossier, un chasseur de tête qui vient essayer de te démarcher pour du travail. Ce serait mieux de pas apprendre scolairement chaque carte, mais chaque grand truc, et de les relier juste dans notre tête ensuite, quoi. J'espère que c'est clair. Ensuite, on a la tour est-elle toujours négative? Parce que je ne la sens pas toujours comme ça. Bah oui, tu as raison de ne pas la sentir toujours comme ça. Il y a toujours des trucs positifs et négatifs dans toutes les cartes. Un peu. Alors il y a des cartes qui certes sont plus positives ou plus négatives que d'autres, mais pour moi la tour c'est absolument pas une carte négative, ça va vraiment dépendre de chacun aussi, parce qu'on est toutes et tous différents. La tour c'est vraiment une carte de changement, qui peut être un peu douloureux, qui peut être un peu brusque, peut-être inattendu, etc. Mais des fois c'était tout ce qu'on attendait, d'avoir d'un seul coup un truc qui bouscule, d'avoir d'un seul coup un genre de grand nettoyage qui va nous faire recommencer notre vie, etc. Il y a des gens ça leur fait super peur parce qu'ils ont peur du changement, et il y a des gens ils adorent le changement et pour eux la tour c'est yes, j'ai la tour, tu vois. Alors oui, généralement ça peut être une période un petit peu bousculante avec un truc éventuellement peut-être pourquoi pas un peu choquant, mais pas forcément. Comme on l'a évoqué un petit peu je crois dans un exemple avant, la tour ça peut être un déménagement, tu vois. Donc la tour n'est pas une carte spécialement négative, non. Ça va dépendre là encore de la question qui est posée, les cartes qu'il y a autour, ton ressenti face à la carte, etc. Ensuite, on a je n'arrive pas à comprendre les cartes du monde et la tour. Donc la tour, on vient d'en parler, Marseille. Dans un tarot de Marseille, il n'y a pas de différence
vraiment pour moi entre un tarot de Marseille et un modèle Rider-Waite-Smith anglo-saxon. Les cartes sont les mêmes, il y a des différences de design etc, mais normalement le sens des cartes est le même. Donc la carte du monde, bah, c'est la carte finale du tarot, c'est celle qui vient après le jugement. L'exemple, en tout cas l'espèce de métaphore que je donne à chaque fois, c'est le jugement. Alors c'est comme si tu avais fait par exemple un marathon avec toutes les majeures, toute l'histoire etc, que le jugement c'était un peu l'espèce de pouette comme ça que t'entends à la fin quand t'as franchi la ligne d'arrivée. C'est un peu ce truc, j'avais dit que c'était un truc sonore, hein, le jugement, un truc que t'entends comme ça, tu te dis ah, ça y est j'ai fini, et limite tu regardes derrière toi et tu regardes tout le chemin que t'as parcouru et là tu comprends pourquoi t'as fait ça et tu réalises que t'as été capable de le faire, etc. Tu réalises que c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Enfin, voilà, le jugement c'est un petit peu cette espèce de truc nébuleux, qui est pas très facile à capter, certes. Et après le monde, c'est un peu la bière en terrasse après ton marathon quoi. C'est vraiment le truc genre putain j'ai fini, la boucle est bouclée, le truc est terminé, je suis allée au bout de quelque chose, j'ai réussi mon pari, j'ai réussi mon projet, ça y est c'est fini, vas-y, je kiffe un peu et je me repose. Voilà, le monde c'est à peu près ça. On pense déjà un petit peu à ce qu'on va faire après, mais c'est vraiment une carte qui nous dit pose-toi et kiffe un peu, c'est bon t'as fini, félicitations. Voilà, le monde c'est un peu ça. Et la dernière question sur les cartes comme ça, c'était j'ai beaucoup de mal avec l'impératrice et si elle sort avant le diable, faut-il s'en méfier? Je suis pas sûre d'avoir très bien compris le truc de si elle sort avant le diable, avant ou après. Ça va dépendre de la question, de la personne, du tirage, etc. Généralement, de toute façon, quand il y a le diable dans un tirage, on peut se méfier de un petit peu tout. Ça, c'est clair. C'est vrai que c'est pas une carte forcément sympa et généralement, ça marque un petit peu un point d'attention sur lequel il faut vraiment qu'on se méfie et qu'on fasse gaffe. Donc ça, c'est sûr. L'impératrice, en général, pour moi, c'est une carte qui parle d'inspiration, de création, de maturation d'un projet. La grossesse aussi, pourquoi pas, qui peut être voilà le fait d'attendre, de créer quelque chose qui peut prendre un petit peu du temps, etc. Il y a un côté très brouillon dans l'impératrice. On peut voir, voilà, par exemple, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, de la profusion, énormément de choses, mais un besoin un petit peu d'ordonner, de structurer, de ranger, ce que fera l'empereur, qui est la carte suivante, par exemple. C'est une carte qui peut parler de nature, de féminité, mais voilà, surtout créativité, abondance, profusion, etc. Donc j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Ensuite, on a hello, question spéciale, mais pourquoi l'oracle ne répond pas parfois? Question amour. Ma réponse spontanée, c'est est-ce que t'as posé plusieurs fois la même question? Ça c'est un grand classique en fait, on repose sans cesse une question. En fait quand on fait ça, en général les jeux nous sortent les mêmes cartes et ou à un certain point ne veulent pas répondre ou plus répondre. En fait, tant qu'on a déjà posé la question, même en détournant un petit peu, en changeant quelques mots quand l'intention est la même, ça peut être un peu du forcing entre guillemets. En fait, tant que les choses n'ont pas avancé, ça sert à rien de reposer la question. Ou en tout cas pas avant des mois quoi. Voilà, moi c'est ce qui me vient spontanément. Après, si c'est pas une histoire de questions déjà posées, il peut y avoir un message à capter là-dedans, bien sûr. L'absence de réponse peut être interprétée, mais difficile à dire comment l'interpréter sans connaître l'oracle, sans voir le jeu, sans voir la question, etc. Donc je peux pas trop t'aider là-dessus. Ensuite, comment faire pour qu'un tirage ne draine pas autant d'énergie? Un tirage fait et HS pendant une semaine. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit wow. Alors, oui, les tirages, c'est assez fatigant, c'est très drainant en énergie, ça c'est clair, mais j'avoue qu'à ce point-là, ça me paraît vraiment beaucoup. Donc peut-être que tu es extrêmement sensible et peut-être que les cartes c'est pas forcément quelque chose qui te réussit, c'est peut-être pas ton outil si ça te fait un effet à ce point-là. Voilà, il y a peut-être un petit peu un truc à changer quand même. Ça peut être dur à accepter si on aime ça, si on a envie de le faire, mais faut se préserver quand même. Ça peut aussi éventuellement être un souci avec le jeu, à voir s'il faut le purifier, le nettoyer ou en changer. Mais si t'as déjà plusieurs jeux et que ça te fait ça avec tous les jeux, pour moi c'est vraiment un truc de tirer les cartes, c'est trop pour toi peut-être. Peut-être qu'il y a autre chose qui te conviendra et qui sera moins drainant, je sais pas, le pendule, la numérologie, des choses un petit peu qui seront un médium un peu différent. Si tu fais des tarots, peut-être essayer avec des oracles ou des jeux de cartes traditionnels ou d'autres choses. Et la troisième solution, enfin le truc que je verrais, ce serait de pas faire des gros tirages, d'en faire des tout petits, une carte, 3 cartes, voilà, mois après mois peut-être, essayer d'augmenter très progressivement le nombre de cartes pour voir s'il y a un seuil en fait de nombre de cartes que tu supportes pas. Comme ratio, un tirage une semaine pour s'en remettre, c'est pas vraiment un truc normal entre guillemets, ça me paraît vraiment beaucoup. Ensuite les questions pour les jeux, j'ai eu justement purifies-tu ton jeu de temps en temps? Oui. D'ailleurs en cherchant les cartes là dans celui-là, je me disais
il sent, celui-là je pense qu'il est imprégné à vie. Il sent tellement le papier d'Arménie, vraiment super fort. Donc moi je le fais au papier d'Arménie, mais vous pouvez le faire à d'autres choses. La fumigation c'est assez bien, donc ça peut être pourquoi pas de l'encens, de la sauge ou d'autres herbes brûlées, etc. Voilà, donc pour moi j'aime bien le papier d'Arménie, je trouve que ça fonctionne bien. Et oui, je le fais de temps en temps. Je le fais absolument pas tous les jours, je le fais même pas toutes les semaines. Enfin, sauf quand je suis à un événement par exemple et que tout le monde le touche et qu'il y a que 30 personnes dans la journée qui le touchent, là je le fais plusieurs fois. Mais bon, c'est pas le quotidien ici. Mais des fois, si je sens que les cartes tombent plus, qu'elles se mélangent mal, qu'elles n'ont pas trop de sens quand elles sortent, etc., bah voilà, je me dis des fois, bon, ça peut être temps de lui refaire un petit coup de frais, etc. Je pense que c'est assez utile, sans en être complètement malade et se dire qu'on le fait tous les jours, quoi. Fais-tu un rituel avant ou après l'utilisation de ton tarot ou de ton oracle? Non. Franchement non. Je réfléchis, mais rituel, donc un truc qu'on fait à chaque fois. Bah en général je me lave les mains, on peut dire que c'est un rituel éventuellement. Mais je fais pas trop de trucs de sentir une odeur, de dire une prière ou de choses comme ça. Mais vraiment vous faites-le si c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous attire, qui vous parle, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas du tout d'obligation. Je shuffle les cartes, je les mélange comme ça quoi, comme dans les jeux, comme au casino. Je fais ça avant de les mélanger et avant je me lave les mains et franchement c'est à peu près tout. On prend forcément quelques secondes un petit peu pour s'ancrer, voilà, je sais pas, on peut fermer les yeux un petit peu et penser à la question, à la personne pour qui on les tire, voilà, des choses un petit peu comme ça, mais franchement c'est tout. C'est pas parce que j'en fais pas que vous devez pas en faire. Enfin, vraiment s'il y a des choses vous qui vous mettent dans une certaine condition, qui vous font du bien, je sais qu'il y a plein de personnes qui allument une bougie, qui s'entourent de certains trucs, qui déroulent un tapis pour mettre leurs cartes, etc. Enfin il y a plein de trucs qui sont possibles. Moi, enfin je suis vraiment pas une meuf à rituel et à habitude, j'aime vraiment pas du tout les habitudes, j'en ai presque aucune, donc j'avoue que voilà. Mais par contre si vous c'est un truc qui vous fait du bien, mais vraiment allez-y. Et dernière question, j'ai qu'un jeu de tarot, j'ai peur d'en acheter un autre et qu'il ne me parle pas. Comment sauter le pas? Ça doit faire sourire toutes les personnes qui sont addictes à acheter des jeux de cartes et qu'en ont 150. J'ai peur d'en acheter un autre et qu'il me parle pas. Comment sauter le pas? Ben je pense en désacralisant le truc et en le dédramatisant entre guillemets un peu. Tu peux en acheter sur Vinted, déjà ils seront moins chers. Te dire que tu peux le revendre après c'est pas grave si t'en achètes un et que ensuite tu te rends compte qu'il ne te convient pas, bah voilà tu peux le revendre. Spontanément c'est le premier truc que je dirais. En fait il y a toujours comme conseil le fait d'aller plutôt en magasin pour regarder vraiment les jeux, etc. Mais généralement ils sont sous blister donc tu peux pas voir les cartes. Et puis des fois il y a des jeux que tu trouves super beaux et en fait ils nous parlent pas une fois qu'on les a. Alors on peut le garder pour faire joli, pour la collection, pour le plaisir de le regarder, mais sans jamais tirer avec. Il y a des gens qui font ça aussi. En vrai tout est possible, mais si comme moi par exemple t'aimes pas vraiment accumuler des trucs et avoir des trucs dont tu te sers pas, bah ouais te dire que bon bah tu le revends et c'est pas grave. Tu seras pas maudite sur 3 générations si tu revends un jeu quoi. Mais voilà, c'est pas parce que t'as kiffé un jeu chez quelqu'un ou que tu le trouves beau que forcément t'auras une alchimie avec, donc de toute façon il faut tester. C'est le seul truc. Et encore une fois, bien sûr, on peut très bien n'avoir qu'un seul jeu. C'est comme tirer les cartes, enfin faire des tirages à une carte, c'est pas nul quoi. Et avoir un seul tarot, c'est pas nul non plus. Donc voilà. Pour sauter le pas, désacralise le truc, dire que tu peux le revendre, tu seras pas maudite, c'est pas grave, achète moins cher et voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des conseils utiles, qu'elle vous aura peut-être appris certaines choses, fait relativiser certaines autres choses. Et pour la team des silencieuses, vous pouvez me mettre un petit emoji carte de Joker en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes passé. Et je vous remercie beaucoup pour celles qui font ça. Vous imaginez pas juste un emoji à quel point ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three.